Est-ce qu'études et sport sont compatibles? Une question qui peut rapidement se poser dans la vie de jeunes athlètes. Ce mois-ci, j'ai décidé de parler de sport sur le podcast, car c'est important de pratiquer une activité physique quotidienne pour sa santé, pour s'aérer l'esprit et bien d'autres choses. Mais quand le sport loisir se transforme en passion, une envie d'aller plus loin, de passer au niveau supérieur, alors dans ce cas-là, comment s'organise le quotidien? Quel avenir pour ces jeunes? Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, c'est Jade Maréchal, membre de l'équipe de France d'escrime, étudiante et conférencière, qui va nous raconter son histoire entre études et sport de haut niveau. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera. Salut Jade! Salut Sarah. Alors je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton parcours et de ton sport qui te porte, en tout cas chaque jour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je suis Jade Maréchal. J'ai tendance à dire que j'ai plusieurs casquettes. Je suis évidemment donc athlète de haut niveau. Je suis en équipe de France d'escrime, plus particulièrement au fleuret, parce que tu le verras, il y a 3 armes à l'escrime, voire même maintenant 4 avec le sabre laser. Mais Ok. voilà, c'est une activité pluridisciplinaire. À côté de ça, je suis étudiante, toujours en dernière année d'école de commerce à Kedge. D'ailleurs, j'ai commencé mes 3 premières années à Kedge Bordeaux. Puis après, je suis partie sur Paris. Et enfin, je suis conférencière. J'ai créé mon entreprise pendant le confinement et j'interviens dans des entreprises pour faire le parallèle entre sport de haut niveau et monde de l'entreprise. Génial, tu vas pouvoir nous parler de tout ça. Alors pour commencer, peux-tu nous parler justement de ton sport, nous proposer un petit peu une présentation de l'escrime? C'est pas facile à dire en vrai, escrime. Un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on a l'impression en fait quand on regarde ce sport que ça peut être un sport individuel? Est-ce que finalement il y a quand même un collectif un petit peu dans ce sport et les différentes armes qui sont utilisées? Oui, alors l'escrime, c'est un sport très complet. C'est ça qui est chouette. Donc, physiquement, tu développes énormément de compétences. On te demande d'être explosif, mais aussi souple. On te demande d'avoir énormément de combativité, mais surtout beaucoup de réflexion. Donc, sur ce côté-là, c'est vrai que c'est un sport qui développe bien ton corps et ta tête. C'est un sport qui est assez peu connu malgré tout, qui a tendance à se développer et qui, grâce à l'événement des Jeux Olympiques, se développe tous les 4 ans. Il y a donc plusieurs armes. Il y a l'arme de duel par excellence qu'on appellera l'épée. En fait, tu touches partout avec l'épée. C'est l'arme de duel d'époque. Le but, c'est toucher sans se faire toucher. Ensuite, tu as le fleuret. C'est généralement l'arme de débutant. Tu commences toujours par le fleuret, qu'importe le futur que tu prendras dans l'escrime. Le fleuret, c'est la plus petite zone de touche. C'est ce que je pratique. Tu touches que le buste, donc le ventre et le dos. C'est l'arme aussi la plus légère. C'est pour ça qu'on s'est entraîné avec. Et quand tu es tout petit, tu vas commencer avec l'arme la plus légère. Ouais. Et ensuite, tu as le sabre. Et le sabre, c'est l'arme de cavalerie. Donc, historiquement, tu ne voulais pas sabrer ton cheval. Donc, on a gardé cette tradition. Tu touches tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, bras, tête et buste compris. D'accord. C'est une arme qui est un peu plus virulente. On te demande d'être très, très explosif. Il n'y a pas de temps. 15 touches, c'est très rapide. Ok. Et puis, plus récemment, le sabre laser qui nous permet d'avoir de plus en plus d'attractivité parce que avec tout cet engouement autour de Star Wars, c'est ça qui a développé cette pratique. C'est une arme qui devient sportive de plus en plus, mais pour l'instant, c'est plus artistique que compétitif. Mais c'est très visuel, télévisuel et ça attire pas mal les jeunes dans nos clubs. D'accord. Et t'as déjà essayé du coup de te battre avec un sabre laser ou pas du tout? Alors, le sabre laser, pas du tout. Pour autant, j'ai essayé les autres armes. Vraiment, quand on fait du fleuret, moi je fais du fleuret, je suis vraiment pas épéiste, je ne suis pas sabreuse. C'est 3 armes qui sont complètement distinctes. D'accord. Pour autant, on a des règles communes. On va en 15 touches, 3 fois 3 minutes. On a un adversaire, un arbitre. On évolue sur la même piste. Donc, il y a quand même des similitudes. D'accord. Mais chaque escrimeur a son arme. Ok. Et du coup, est-ce que c'est un sport qui est plutôt individuel ou il y a quand même une partie collective? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a les deux.
Avant tout, ça reste un sport individuel. On est tout seul sur la piste. Mais il y a des compétitions par équipe. Et chaque compétition, c'est-à-dire que quand je vais à une compète en France ou à l'étranger, tu as le vendredi, samedi, les indives et le dimanche, les équipes. Ce qui fait que la veille, tu es adversaire potentiellement et le lendemain, tu dois faire une seule et même équipe pour aller chercher la victoire. Donc c'est vraiment très intense et c'est chouette. Les équipes, c'est des relais à l'italienne. Donc chacune tour à tour va sur la piste et donne son relais à l'autre jusqu'à atteindre 45 touches. Donc c'est vraiment très intense et c'est d'ailleurs la partie que je préfère parce que on partage beaucoup plus d'émotions et les sensations sont décuplées par équipe. D'accord, super. Merci beaucoup. Alors justement, comment as-tu découvert l'escrime et à quel âge ? Alors c'est la grande question parce qu'on n'en voit pas toujours à la télé. Donc c'est souvent un sport familial. Pour ma part, c'est ma sœur qui en faisait. Donc j'ai pris ses pas et j'ai continué le sport familial. Et puis de fil en aiguille, mon papa est devenu président du club. Ma maman s'est occupée des déplacements dans le bureau. Enfin bref, c'est surtout une histoire de famille. D'accord. Est-ce que ta sœur a continué ou pas du tout ? Elle s'est arrêtée finalement ? Oui, ma sœur a choisi les études. Okay. Voilà, c'est souvent un choix malheureusement qu'il faut faire pour certains. Et ils ont besoin de faire un choix entre les deux. Pour moi, j'ai choisi de faire les deux et de mener jusqu'au bout ce double projet. Mais mon club, en fait, j'ai commencé au club de Bordeaux, au Bec Escrime. C'est un petit peu comme ça qu'on commence. Généralement, on voit qu'il y a un club de sport autour de chez soi et on essaye et on est piqué. Trop bien. Du coup, tu commences ce sport à quel âge ? À 9 ans. À 9 ans, ok. À quel moment tu t'es dit du coup que tu avais envie de faire du sport à haut niveau ? J'ai commencé à gagner mes compètes nationales. À l'âge de 16 ans, j'ai gagné les championnats de France senior et j'étais cadette. Donc j'étais double surclassée, c'est des catégories d'âge. Et là, je me suis dit, ok, tu peux aller loin dans ce sport. Tu peux en tout cas essayer de tout mettre autour de toi pour aller chercher une médaille olympique. C'est vraiment à cet âge-là qu'a commencé mon rêve olympique. Aussi parce que j'étais très bien entourée par des coachs qui me parlaient des jeux. Mes parents regardaient les jeux. J'ai toujours été baignée dans ce milieu un peu olympique. Mais voilà, à 16 ans, je me suis dit, ce ne sera pas que du loisir. Oui, parce que du coup, tu pouvais te dire, j'y vais, je fais des compètes, mais sans plus non plus aller plus loin. Mais là, ça t'a vraiment porté parce que tout le monde t'a vraiment encadré dans ce sens-là et t'avais en tout cas l'opportunité de pouvoir y aller aussi. C'est ça. Alors après, la première année où j'ai commencé, j'allais pas forcément pour de la compétition à l'escrime. J'allais surtout parce que je trouvais que c'était un super sport visuellement. J'adorais ça. On pouvait se brancher aussi. J'adorais l'idée d'allumer une lumière en touchant. Il y a tout un circuit électrique tu sais, voilà, qui permet d'allumer un appareil avec des lumières rouges et vertes. C'est très beau à voir. Après, j'ai quand même une identité très compétitive. Ma mère te le dira, il y a 4 sœurs à la maison. Enfin, on est 5 filles à la maison et on se motive toutes entre nous. Et c'est ça qui m'a tirée vers le haut et qui m'a toujours donné envie d'être la première. Et je l'ai transvasée sur le monde du sport. Trop bien. Du coup, quel parcours il faut suivre quand on a envie de faire du sport à haut niveau ? Il faut commencer par commencer du sport pour des raisons plutôt s'amuser, parce que le sport, ça reste avant tout un jeu. Et aujourd'hui, je reviens un petit peu à ces fondamentaux, parce qu'on l'oublie assez vite quand on est dans une spirale de vouloir parfait. On oublie qu'à la base, on joue, on rigole, on s'amuse, on tend des pièges. Donc ça me fait du bien d'y repenser en ce moment d'ailleurs. Et puis après, c'est beaucoup d'investissement. Ça vient un peu sur le tard. D'abord, on va à l'entraînement, puis on a envie d'y aller un peu plus que le début. Donc, j'ai commencé à faire 1 ou 2 entraînements par semaine. Et très rapidement, mon coach m'a dit, écoute, si ça te fait plaisir, il y a une séance avec les plus grands le mercredi. Est-ce que tu veux venir ? Et puis, c'est comme ça. Je suis venue à m'entraîner tous les jours. J'ai été extrêmement bien entourée au tout départ. On va pas se mentir, s'il n'y a pas des parents autour, s'il n'y a pas un staff qui t'accompagne, tout bêtement, les trajets, c'est ma maman qui me faisait mon petit taxi quand j'étais jeune, parce que l'école n'est pas forcément à côté du club. Et puis après, tu as ton maître d'armes qui croit en toi, tu lui expliques, si tu montres que tu t'entraînes bien, il va forcément vouloir te tirer vers le haut. Donc au départ, c'est pas vraiment l'enfant ou l'ado qui choisit. Il choisit sa discipline, mais en tout cas, c'est son entourage qui le pousse à tout mettre en œuvre pour qu'il y arrive. Et puis après, j'ai été emmenée sur des compètes départementales, puis après régionales. Et quand j'ai commencé à faire des compètes nationales, là, le bébé devient un peu sérieux et tu te dis que tu peux atteindre de plus beaux objectifs. Et ce qui est rigolo, donc tout à l'heure, tu as dit que ça t'avait donné envie d'aller plus loin plutôt autour de 16 ans, donc c'est quand même l'adolescence,
ou là, tu as souvent plus envie d'être avec tes potes que de te concentrer sur autre chose? Qu'est-ce qui a fait du coup que tu as réussi à maintenir un petit peu ce niveau et à dire bah non, j'ai envie de foncer, d'aller dans cette direction et pas d'aller m'amuser et de sortir tous les 4 matins avec mes copains, quoi? Surtout que j'ai fait une école de commerce. Alors, Ah bah ouais, c'est pas j'ai fait une facile. seule soirée dans ma vie, mais je sais que c'est beaucoup appellent ça sacrifice. J'entends beaucoup autour de moi la question alors, t'as dû faire beaucoup de sacrifices. Je l'ai jamais vu comme ça déjà. Ok. Peut-être parce que je suis pas non plus quelqu'un qui aime sortir tous les soirs, mais aussi parce que j'ai tout de suite vu la chance que j'avais de faire ce sport. J'ai 22 ans, j'ai parcouru 4 continents, j'ai découvert énormément de pays, j'ai gagné beaucoup en autonomie. Tout de suite, j'ai vu le côté positif de ça, de pouvoir représenter mon pays, enfin d'abord mon club, ma région, et puis mon pays à l'étranger. Donc ça n'a jamais été pour moi Un une sacrifice. contrainte. Ouais. Ça a plutôt été un choix, oui. J'ai fait des choix. Effectivement, j'ai loupé même des événements familiaux. C'est plutôt ça qui m'a touchée. Mais encore une fois, j'étais très bien entourée par des gens qui me disent c'est ok, mes sœurs, c'est ok, tu seras pas là au baptême de ma fille, mais t'inquiète, on comprend quoi. Oui, parce que pour connaître un petit peu ta famille, vous êtes quand même très très soudés et c'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'événements où tu peux pas forcément assister, donc c'est sûr que c'est pas évident pour toi. Après, c'est chouette que ta famille puisse aussi comprendre et je pense que ça doit être plus facile du coup pour toi de peut-être manquer certains événements, même si émotionnellement c'est toujours un peu délicat, quoi. Oui, bah, très souvent, mes amis qui ont lâché pour leurs études ou qui ont lâché durant l'aventure, c'est principalement parce que l'entourage comprenait pas forcément. L'entourage familial ou même scolaire, des profs qui les ont cassés en disant ah, là tu fais un choix, hein, tu peux pas faire les deux. Donc c'est très souvent l'entourage qui arrête. Ouais, d'accord. Alors maintenant, pour les parents qui sont peut-être un peu stressés sur ok, c'est super tout ça, mais comment ça s'organise au quotidien? Comment tu allies vraiment au quotidien sport et études? Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu d'une semaine type que tu vis un petit peu là en ce moment? Alors, mon rythme a bien évolué. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis à l'INSEP, donc c'est l'Institut national du sport, c'est à Paris, c'est l'antichambre des Jeux Olympiques. Ils appellent ça la terre de champion, donc vraiment tout y est pour performer facilement. Donc aujourd'hui, c'est assez simple, mon quotidien. C'est plus toute la route quand tu commences ton sport et puis que tu es ado et que tu dois mener tout de front. Là, encore une fois, ça a été beaucoup d'organisation et énormément d'aide de mes parents. Je mangeais dans ma voiture, ma maman elle me préparait mes vêtements à l'arrière de la voiture pour que je me change sur le trajet. Le soir, je rentre tard, j'avais à manger, tout était, je m'occupais de rien évidemment, et j'avais une heure. En fait, tu apprends beaucoup l'efficacité quand tu as un double projet. Là où peut-être mes camarades avaient 2 heures pour travailler, moi j'avais 45 minutes, 1 heure, donc j'étais hyper efficace et il fallait que ce soit plié, quoi. Donc c'est beaucoup d'orgas. Et puis au fur et à mesure, tu découvres des structures de haut niveau. J'ai toujours voulu garder un cursus scolaire classique. J'étais au lycée Sainte-Marie-Bastide. J'ai pas choisi d'aller dans un lycée du matin comme le lycée du Mirail parce que c'était une volonté de mes parents aussi. Et au final, en école supérieure, là, Cage a essayé de mettre en place pas mal de choses pour que je puisse allier les deux. Trop bien. Donc voilà, il y a des personnes qui comprennent tout à fait le double projet et qui en sont fières, et ça a été mon cas. Et puis après, tu découvres des structures de haut niveau régional qu'on appelle des CREFED, des pôles, des CREPS. Et alors là, c'est bon. Une fois que tu as atteint ces portes-là, tout est fait pour essayer de te faire concilier au mieux les deux. Maintenant, ça reste de la bonne volonté. C'est-à-dire que moi, mon aménagement à Cage, ça a été de dire, on t'autorise à être absente, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de sanction. Par contre, c'est à toi de rattraper tes cours. Donc, tu t'arranges avec tes potes, avec les gens que tu connais pour dire, tu peux m'envoyer les cours. Puis il faut qu'ils te comprennent aussi, parce que tu en as qui ne comprennent pas que tu ne sois pas là à tous les cours et que tu aies besoin d'avoir les cours écrits. Enfin voilà, c'est encore une fois de l'entourage et de l'organisation. Parce qu'en plus, tu dois avoir aussi des travaux de groupe à faire sûrement à Cage, non? Oui, voilà. Donc là, les travaux de groupe, tu repères tout de suite la première semaine de rentrée. Ok, lui, il comprend un peu le sport, il fait du rugby. Ok, je vais aller le voir, je lui explique mon cas. Généralement, ça se passe bien. T'en as toujours qui comprennent. T'en as d'autres, malheureusement, tu sais qu'ils pourront pas être d'une grande aide cette année-là parce que pour eux, ils se lèvent tous les matins à 8h, ils veulent aller en cours et ils comprennent pas pourquoi toi, tu as le droit de ne pas y aller, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit pas être évident aussi pour toi d'expliquer ça et
d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Après, c'est chouette si tu arrives toujours à trouver des gens quand même autour de toi qui aiment le sport et qui comprennent un peu ton quotidien. Ça quand même facilite les choses grandement, quoi. Oui, complètement. Et tu parlais du rythme. En fait, c'est pas facile à expliquer. C'est vraiment un autre langage, le sport de haut niveau. Ouais. Tu vois, là où quelqu'un qui travaille ou un étudiant qui va à l'école, il y a sa journée et le soir, il coupe. Nous, quand tu es sportif, tu manges escrime, tu dors escrime, tu t'entraînes escrime. Tout est compté pour la performance. Ton sommeil, c'est de la récup. Ta nourriture, c'est du gasoil, c'est de l'essence. Tu penses tout pour parfait. Ouais. Et donc, on a 2 entraînements par jour, le matin, l'après-midi. Entre les deux, tu dois te restaurer, faire une petite sieste et travailler. Le soir, tu termines à 20h30. Tu dois faire ta récup parce que c'est super important. Donc, kiné, bain chaud, bain froid. Et tu as une demi-heure, 3/4 d'heure pour réviser le soir. Ça, c'est tous les jours, plus les déplacements, les stages à l'étranger. Eh oui. Voilà, c'est assez intense, mais c'est bien, hein, c'est trop cool, mais c'est intense. Du coup, à Ketch, tu dois avoir des stages, non, peut-être à faire au cours du parcours ou pas du tout? Oui, alors j'ai été pas mal aménagée parce que, par exemple, je devais partir à l'étranger et on m'a autorisée à rester en France. Mais là, je suis actuellement en stage de fin d'études. Donc, ces 6 derniers mois, j'ai étalé. Normalement, c'est 3 mois que j'ai pu étaler sur 6 mois pour faire des demi-semaines, tu vois. D'accord. Et du coup, ça se passe bien avec ton stage? Tu as trouvé un stage qui était dans le milieu du sport ou tu as choisi autre chose complètement? Je suis chez Lecoq Sportif. Donc, ils comprennent plus que bien ce rythme et ils sont hyper arrangeants et ils m'accompagnent dans les meilleures conditions. Effectivement, là encore, tu vois, j'ai trouvé quelqu'un qui m'accompagnait et qui comprenait mon projet. Ouais, il faut vraiment le penser différemment finalement. Tu peux pas te dire je fais le parcours comme tout le monde et à côté j'ai du sport. Ça fait vraiment partie intégrante de ta vie et de tes choix et de avec qui tu échanges et comment tu fais les choses aussi, quoi. Ouais, en fait c'est comme tu dis, c'est un nouveau système. Tu t'entoures. L'athlète, à la différence d'un étudiant, on dit qu'il est au centre du projet. Tu choisis, à l'INSEP, tu choisis pas tes entraîneurs, mais tu choisis ton entraîneur, ton kiné, ton prépa physique, tout ça pour que ça gravite autour de toi sainement et dans le bon sens. D'accord. Comment on rentre du coup à l'INSEP? Alors, les structures de haut niveau, c'est sur sélection, évidemment. Donc, tu passes par des résultats. Il faut montrer que tu as un certain niveau, d'abord régional pour monter en structure nationale, les pôles France. Et l'INSEP, il faut avoir été en équipe de France jeune. C'est le critère. D'accord. Et c'est hommes-femmes mélangés ou c'est que pour les femmes? Alors, l'INSEP regroupe tous les sports amateurs olympiques. Voilà pourquoi l'escrime et pas le rugby ou le foot. Et sur place, on est 12 filles, 12 hommes. Fleurettistes, 12 fleurettistes hommes, 12 fleurettistes dames, et pareil pour les autres armes. En revanche, on s'entraîne pas ensemble. D'accord. Voilà. Mais on évolue dans le même écosystème, on se rencontre, on s'entraîne dans le même lieu, mais on ne se tire pas ensemble. Est-ce que du coup c'est une structure un peu comme tu pourrais être à la fac où il y en a qui dorment sur place et il y a tout qui est sur place où tu vis à l'extérieur? C'est un campus. C'est ça qui est cool, c'est que tu as tout sur place. Alors, j'ai quand même une petite trottinette parce que c'est super grand. mais effectivement, tout est à côté. Tu as même une bibliothèque, tu as une unité médicale, tu as tout ce qu'il faut, quoi. D'accord, super, trop bien. Alors maintenant, c'est super parce que ça fait quand même plusieurs années que tu fais ce sport, que tu pratiques, que tu es hyper motivé, que tu avances et tout. Mais qu'est-ce qui te motive au quotidien? Est-ce que ta motivation, elle a changé en cours de route aussi? Ah ouais, vraiment... je suis passée par tellement de phases. C'est ça, le sport de haut niveau, c'est que pour le coup, tu as des objectifs à long terme, voire très long terme. Et pour autant, tous les jours, c'est un combat et c'est un nouveau match parce que perdre, ça fait super mal. Donc quand tu perds, tout de suite, le mécanisme naturel, tu doutes, t'as plus envie, baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance en soi, et c'est un cercle vicieux. Surtout à haut niveau, quand tu évolues dans un domaine compétitif, t'as pas forcément des amis qui sont à fond avec toi. Tu as toujours, moi j'ai quelques super bonnes amies à l'INSEP, mais je sais que j'évolue dans un domaine compétitif et t'as de la bienveillance, mais ça va jusqu'à un certain seuil, tu vois. À un moment donné, à la fin de la saison, il y a une sélection. Donc voilà, c'est ce milieu un petit peu qui peut être parfois un peu pesant. Donc ce qui m'a motivé pendant de nombreuses années, ça a été de voir l'objectif final, me dire ok,
là c'est dur, ta barre elle est super lourde, ton stade il est super grand à courir, mais regarde, dans quelques années, tu vises les jeux, c'est pour ça que tu es là. Ça m'a motivée pendant des années. Et là, depuis une saison ou deux, je suis en train de changer complètement de mindset et à essayer de retrouver le plaisir parce que souvent quand tu t'entraînes, alors moi j'ai un sport assez ludique, ça va, c'est un jeu. Quand tu fais de la natation ou de la gym, tu répètes le même mouvement, c'est un peu moins peut-être fun de mon point de vue. Donc pour moi, c'est un peu plus facile, mais j'essaye maintenant d'aller à l'entraînement avec le smile, avec des petits mots qui me rappellent pourquoi je suis ici, qu'à la base, j'aimais toucher, j'aimais allumer des lumières, j'aimais la beauté de ce sport. Et donc, ça me permet de venir dans la salle d'escrime avec un peu plus de légèreté, moins de pression, et de me dire, c'est que du sport, il y a autre chose à côté. Tu as un double, triple projet, tu es autre chose qu'une athlète, et ça fait du bien au niveau pression, parce que quand tu réussis, c'est cool. Quand tu perds, c'est pas grave. Y a autre chose, tu vois. Et en même temps, oui, quand tu dis que c'est pas grave, mais dans ton cas, ça peut être un peu grave. Alors oui, parce que t'es plus toute seule. J'ai des partenaires, j'ai des sponsors qui m'accompagnent financièrement, moralement. Donc c'est sûr que quand je perds, c'est plus Jade et ma famille, tu vois. C'est Jade, ma famille, mes sponsors, mon club. Donc c'est un peu plus de pression. Mais ça reste pas grave parce que c'est qu'une étape et je le sais, c'est ça aussi, j'ai vachement grandi grâce au sport et je suis vraiment consciente que quand je perds, ça reste qu'une étape, quoi. Alors oui, c'est grave sur le coup, mais demain tu retournes à la salle et ça va mieux aller pour la suite, tu vas apprendre des choses et dans tous les cas, t'apprends beaucoup en compète, dans le sport, t'en sors grandi quoi qu'il arrive. Et du coup, vu que tu parles de sponsors, est-ce que donc ça t'aide à financer tes voyages, financer le matériel, des choses comme ça? Est-ce que toi, t'es payé pour pratiquer ton sport ou pas du tout? Comment ça se passe à ce niveau-là? Le sport de haut niveau, c'est un projet de vie et comme tout projet de vie, ça demande un financement. Donc ça coûte cher. J'ai pas choisi le sport le moins onéreux. Okay. Tu vois, un fleuret, ça te coûte une centaine d'euros et j'en casse plusieurs par mois. Okay. Les déplacements, tout ça, c'est pas pris en charge par la fédération. On est encore moins salarié de la fédération. Donc non, mon sport ne me rapporte rien. Okay. Je me bats pour que ça fasse une opération zéro, déjà, tu vois. Maintenant, quand tu atteins, jusqu'à il y a 4 ans, jusqu'à ce que j'intègre l'INSEP, là, sans les parents derrière, c'est très compliqué. Mais maintenant que j'ai intégré cette structure de très haut niveau, j'ai un club, je suis au Bourg-la-Reine 92, BLR 92. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai changé de club. Il y a une structure un peu plus grande qui permet de t'accompagner financièrement. Mais avant, tu vois, mon papa, j'avais 14 ans, 14-15 ans, quand je suis allée voir les premiers commerces autour de chez moi, le pressing, le boulanger, pour essayer de demander 50 euros, 100 euros pour payer une lame. Et c'est super parce que, tu vois, j'ai appris à créer un projet, le pitcher, le vendre. Ça m'a fait beaucoup grandir. Aujourd'hui, il vient plus avec moi, mais il m'a tout appris sur ce sujet-là. Donc encore une fois, tu vois, le sport, il t'apprend plein d'autres choses que juste gagner ou perdre sur la piste. Mais effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça a un coût. Les clubs t'aident beaucoup. Tu vois, quand tu commences, on te donne de la tenue. Tu n'as pas besoin de l'équipement le plus performant. L'habit ne fait pas le moine au début. Mais effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte quand tu commences à progresser. Du coup, ça se casse facilement, finalement, le fleuret? Ouais, c'est du métal, en fait. Donc, il suffit que tu fasses une petite erreur de distance ou l'autre. C'est souvent l'autre. Non, je rigole, c'est très souvent moi, d'ailleurs. Mais ça se casse facilement et c'est pas réparable. Hein. Ça se casse en deux et puis là, tu mets à la poubelle. Ok. Mais du coup, c'est un peu dangereux, non? Si tu le casses et que du coup, l'autre s'avance peut-être un peu trop vite et... Ouais, tu perçois bien. En fait, c'est du métal. Après, on est très, très bien protégé. J'ai, pour les femmes, il y a 5 couches de vêtements. Tu vois, les gars, ils en ont 4 parce qu'il n'y a pas le protège-poitrine. Mais non, t'es quand même... Alors, j'ai quelques bleus sur les jambes parce qu'on est un peu moins couvert sur les jambes. Parce que du coup, moi, je fais du fleuret, donc je touche que le buste. Donc, techniquement, je ne devrais pas toucher les jambes. Maintenant, le manque de précision fait que, tu vois, parfois, tu touches ailleurs. Mais non, on est très protégé. Il n'y a pas de grosses blessures. Bon, à savoir. Ça va. Alors maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tes autres casquettes. Donc, tu parles de double projet. Je sais que dans une autre interview, tu parlais justement qu'à l'INSEP, c'est important. Et te pose aussi cette question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette autre vie que tu as ?
Alors, quand tu entres à l'INSEP, on te demande d'avoir un double projet. C'est-à-dire que c'est pas un choix, on te l'oblige. Et si tu n'as pas de double projet, tu ne peux pas intégrer l'INSEP. D'accord. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a une blessure, si tout d'un coup tu veux arrêter, ils veulent pas te laisser sur le carreau, ils te demandent d'avoir un double projet. Donc ça, c'est pas mon choix à moi. Par contre, mon choix à moi, ça a été d'avoir une 3e casquette et surtout de mener ces 3 projets en même temps. Donc, j'ai voulu faire mes études surtout pour avoir un diplôme. Aujourd'hui, c'est pas vraiment ça que je vais utiliser dans les prochains mois. J'ai donc mon activité de conférencière. Et ça, vraiment, j'y ai trouvé vraiment un réel plaisir de parler de mon sport, de parler de ce parallèle qui me convainc de jour en jour. Mais ce que j'y vois surtout, c'est le fait de sortir de ma bulle d'INSEP et d'avoir vraiment cet équilibre où je peux me ressourcer parce que ces moments-là sont précieux quand tu fais du sport de haut niveau, des moments où tu penses pas performance forcément. Alors, tu as la famille. Moi, Bordeaux-Paris, c'est un petit peu loin. Donc, j'y retourne, mais pas très souvent. Par contre, aller intervenir dans une entreprise, expliquer, voir que... En fait, réaliser que tu as un projet atypique parce que les gens, à chaque fois que tu leur expliques ce que c'est que le sport de haut niveau, ils ont plein de questions, ils savent que c'est un peu original. Et donc, à la fin de la conférence, j'ai des conversations qui me boostent d'énergie, où je me dis, c'est super cool, tu peux inspirer. En fait, tu vois, dans mes conférences, je parle de gestion du stress. Je suis pas la reine de la gestion du stress. J'ai eu énormément de soucis à gérer mon stress. Mais je pense avoir trouvé quelque chose aujourd'hui qui arrive à ne pas me mettre dans des états pas possibles. Je le partage. Et si ça peut donner quelques clés, je suis super contente. Et c'est vraiment ça que j'adore. Et donc, mener 2 projets à la fois, ou 3. Alors, c'est pas d'avis forcément de mes coachs. Je me suis longtemps battue pour ça. Oui. Mais en tout cas, ça a vraiment été mon équilibre et surtout... mon booster quand c'était très compliqué à l'escrime. Est-ce que du coup, tu as une clé à nous partager sur le stress? Pour le stress, alors moi, j'ai une grande phrase. Alors, je suis accompagnée aussi psychologiquement. J'ai un coach mental depuis plusieurs années, depuis mes 16 ans justement, donc ça commence à faire. Je reste focus sur le moment présent. Ça, c'est une phrase qui m'habite tout le temps. Dès que je stresse, en fait, le stress, c'est que tu te projettes sur quelque chose. Donc, si tu es en compète et que tu stresses très souvent, c'est parce que tu as peur de perdre. Tu as envie de gagner, tu te projettes sur le résultat. Donc, quand tu as cette petite alerte, tu respires et tu penses à ce que tu fais maintenant. Donc, par exemple, si je suis en train de m'échauffer et que je stresse parce que j'ai peur de perdre, je regarde mes poignets s'articuler parce que je suis en train d'échauffer mes poignets. Je pense à mes articulations qui s'huilent un petit peu pour l'entraînement. Voilà, donc penser aux sensations maintenant, c'est pour moi ce qui me sauve en tout cas quand je commence à un petit peu avoir trop de pression. Est-ce que tu fais de la méditation ou pas du tout? Oui, alors j'ai découvert le yoga et la méditation surtout il y a quelques mois, 5 mois. J'en ai fait énormément cet été. Ok. Et comme toute activité qui est dite de bien-être, c'est un moment où tu te refocalises sur l'instant présent, où tu t'écoutes, où tu fais du bien à ton corps. Donc forcément, c'est 5 étoiles sur 5, c'est parfait. C'est vraiment un moment en plus où tu peux te régénérer, te poser les bonnes questions. Ouais. Encore une fois, j'ai choisi d'être accompagnée sur ce côté-là, mais c'est trop bien. Ouais, c'est pour ça, en fait, quand tu parles de moment présent, je fais un peu de méditation et je me suis dit, tu vois, tu dois faire de la méditation. C'est clair. Oui. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que finalement, c'est ça, c'est un peu triquer ton cerveau en lui disant, ok, reviens par là, en fait, finalement, on doit être un peu focus par là et pas commencer à partir un peu dans toutes les directions. Et c'est vrai que souvent, j'en avais déjà discuté avec une amie où quand tu commences la méditation, t'es là, mais je suis nulle, en fait, j'y arriverai jamais. Et en fait, c'est vraiment de le faire petit à petit, de répéter l'exercice qu'au bout d'un moment, t'arrives vraiment à capter ce moment où ton cerveau part complètement en vrille et toi, t'es là, hop, on revient par là. Et finalement, je pense qu'à force de faire ça, t'arrives plus facilement, je pense, à le faire au quotidien. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive régulièrement. Tu vois, tu stresses un peu pour un truc, je sais pas, t'as reçu un mail, ça t'a pas mis bien, puis d'un coup, t'arrêtes pas de penser à ça alors que t'es censé faire autre chose. Et au bout d'un moment, voilà, tu te rends compte que t'es en train de faire ça. Et donc, tu ramènes un peu ton esprit en disant « Ok, là, je suis en train de faire ça, c'est bon, ça va aller, on fait ça. » Et je pense que c'est un super bon exercice, finalement, la méditation, pour arriver à justement ramener un peu son esprit dans la bonne direction et être focus un peu sur le moment présent, quoi. Même si
Franchement, des fois, c'est pas facile. Mais c'est vrai que je me rends compte aussi, pareil. Tu sais, tu passes un bon moment, mais c'est pas si facile que ça, finalement, de te dire, OK, mais là, je profite d'être avec ma famille, Ouais. là, je profite de ça. Et je sais que régulièrement, moi, ça me le fait, où, tu vois, par exemple, t'es à la plage, t'es dans la nature. En vrai, tu profites, mais tu sais, tu peux avoir ton esprit qui commence à partir un peu ailleurs. Et puis, du coup, là, je me dis, OK, Sarah, là, on est là. OK, on est dans la nature et c'est cool. Tu Ouais. vois, genre, vas-y, profite de ce moment. Tu captes les bonnes vibes Ouais, autour de toi. c'est Et ça. ouais. Et je pense que franchement, c'est pas si naturel que ça de se dire, je profite tout le temps du moment présent, quoi. Ouais. T'étais obligé un peu de le faire mécaniquement, quoi. T'as des petites popines là qui viennent Bah, te exactement. parasiter. C'est ça, c'est ça. Alors, on arrive à la question finale, la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, j'ai 2 messages. Ouais. Le premier, il vient vraiment de moi. Je pense que je réussis mon double projet, voire triple projet aujourd'hui parce que j'ai été super bien entourée. Et je pense que j'ai bien fait passer ce message dans le podcast. Mais voilà, au début, un sportif de haut niveau, il se crée parce que ses parents ont été autour de lui au tout début. Et c'est vraiment ce message que j'ai envie de faire passer. J'ai été transportée par mes parents et motivée aussi par eux. Je voyais foncièrement qu'ils croyaient en moi et qu'ils voulaient que j'y réussisse autant que moi. Et c'est peut-être cette foi qui m'a donné envie d'y croire aussi. Donc au début, l'histoire, elle commence à 3 avec les parents et frères et sœurs s'il y en a. Donc c'est vraiment hyper important de ne pas mettre de bâton dans les roues en tout cas. Ouais. Alors oui, ma mère, elle a dit comme beaucoup de mamans, attention, si ça va plus à l'école, on va se recentrer sur l'école. Évidemment que j'ai entendu ça, mais pour autant, elle m'aidait à ce que ça aille à l'école. Ouais. Ça a jamais été une punition l'escrime. C'est-à-dire que jamais elle m'a dit, OK, t'as eu 12, il n'y a plus d'escrime. Elle m'a dit, OK, bon là, peut-être qu'on va sauter cet entraînement pour le rattraper dans 3 jours après ton partiel ou ton contrôle. Voilà, elle a toujours essayé d'arranger pour que j'y arrive. Donc vraiment, entourer, c'est primordial. Et puis l'autre message que j'avais envie de faire passer et qui viendrait plutôt plus de mes parents cette fois-ci, ce serait de motiver son enfant. OK, c'est cool au début de prendre part à sa carrière quand il commence, mais une fois qu'il commence à prendre du niveau, à gagner en autonomie, qu'il intègre une structure, et bien là, peut-être de le laisser un peu plus faire ses choix, être moins présent, parce que ça peut être super stressant pour un parent. Et nous, en tant que sportifs, on voit sa mère stressée, on voit son père stressé. Ouais. Et vous n'avez pas idée à quel point ça peut décupler notre pression. Et en fait, on en vient à plus le faire pour nous, mais le faire pour ses parents, pour les partenaires, pour les sponsors. Et ça peut te mettre dans une situation de doute et de stress vraiment trop importante. Donc voilà, quand on est en compète, mettre tout en place pour que l'enfant soit bien en compète, c'est super. Mais une fois en compétition, laisser le sportif faire ce qu'il a à faire. Et oui, tu peux lui dire un petit mot d'encouragement, mais voilà, essayer de pas trop montrer ses émotions ce jour-là parce qu'il a déjà beaucoup de pression sur ses épaules. Si en plus il le fait pour vous, c'est compliqué, quoi. Je sais que c'est pas facile et ma mère a fait énormément de travail là-dessus, mais finalement, est-ce que le préparateur mental, il devrait pas aussi coacher la famille? Eh ben nous, on a fait une séance quand même avec mes parents parce que c'est un métier. Autant on est encadré en tant qu'athlète pour apprendre à performer, mais les parents, ils apprennent sur le tard, quoi. Ils sont pas forcément issus d'un milieu sportif en plus, donc ils découvrent tout ça. Donc c'est une bonne idée d'avoir un coach mental familial, au moins une séance. Du coup, ça avait bien marché de faire cette séance en famille? Ouais, déjà ça aide à mettre des mots sur quelque chose. Alors ça n'a pas été immédiat, ça a mis beaucoup d'années, mais au moins exprimer autour d'une table, voilà, moi j'aime que tu aies ce rôle-là dans la compétition. Et ma mère, ah ouais, ok, je pensais que tu préférais que je dise ça ou que je fasse ça. Et juste clarifier les choses, ça a été super. En fait, il a été un peu comme un médiateur finalement pour que tout s'apaise et que ça se passe le mieux possible, quoi. Complètement. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce petit temps avec moi pour échanger sur ton parcours. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite et puis j'espère que tu vas aller loin. Yes, merci beaucoup, c'était super. Et puis j'aimerais que ce message, que le sport de la vie soit bien passé. On va faire de notre mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.